Nous sommes avec Stéphane Charles. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu es le directeur de Revatech. Oui. Et Revatech, tu vas évidemment nous en dire quelques mots. Je voudrais rappeler que c'est un dispositif qui est issu de la fabrique à initiative. C'est ça. Et également, tu es impliqué dans un incubateur de l'ESS qui s'appelle le Décapsuleur. Revatech, tu peux déjà nous dire quelques mots de quoi il s'agit? Oui, en fait, c'est une plateforme de remise en valeur de matériel médical, de ce qu'on appelle les aides techniques à l'autonomie, Ouais. qui sont... je vais donner quelques exemples, ça parlera un peu plus. Mais ça peut être ce qui concerne les dispositifs médicaux à lit médicalisé, un fauteuil roulant, mais c'est pas forcément que ça. C'est par exemple un téléphone à grosse touche, pour les personnes qui ont une perte d'autonomie sur la vision. Ça peut être un tapis antidérapant pour poser une assiette pour quelqu'un qui aurait une maladie de Parkinson. Ouais. Voilà, c'est ce genre de choses qui permettent d'adapter le quotidien à une perte d'autonomie, à un handicap. Et au-delà de fournir donc le matériel qui répond à ces besoins, en quoi Revatech a un modèle circulaire et inclusif dans sa chaîne de production? Alors, c'est un modèle inclusif et surtout circulaire parce que la durée de vie moyenne de ce genre de dispositif, c'est 10 ans. Ouais. La durée moyenne d'usage, c'est 3 ans puisque commence à se répandre la location. Mais la plupart du temps, en fait, les personnes, les bénéficiaires acquièrent le matériel. Donc, l'idée, c'est de lui redonner une seconde vie, voire une troisième vie. Ouais. En tout cas, de travailler dans un autre dispositif qui permet non plus d'avoir une entrée par la personne concernant le matériel, mais bien par le matériel. Donc, ça veut dire le collecter auprès des bénéficiaires, qui auraient, ou les personnes qui ont du matériel qui ne sert plus, le remettre en bon état d'usage et puis le réintroduire dans le circuit. Alors ça nécessite autour, et c'est là la dimension inclusive, de travailler avec les partenaires qui sont sur le territoire, et puis surtout non pas d'être en concurrence avec les distributeurs qui existent aujourd'hui sur le territoire et qui pour l'essentiel sont les pharmaciens. Donc on est vraiment dans cette dimension de la proximité sur laquelle nous aussi on veut travailler. Donc non pas d'être en concurrence avec eux, mais d'être complémentaires. D'accord. Et donc pour ça, en fait, l'Observatoire régional pour les aides techniques, en fait, qui existe depuis quelques années et qui est en capacité de regarder ce qui se passe sur le territoire, a pu constater que sur notre territoire creusois, en fait, 43% des besoins en aide technique ne sont pas satisfaits. Pour différentes raisons. La première, c'est une raison économique. On est sur un territoire où il y a une population assez démunie, beaucoup de retraités avec des toutes petites retraites et parfois un reste à charge même minime, c'est compliqué pour eux. Donc voilà, il y a aussi un vrai problème d'acculturation. Les bénéficiaires, pour eux, c'est naturel avec l'avancée en âge de ne plus être en capacité de faire des choses. Or, on a des moyens humains ou matériels pour apporter des compensations. Voilà, donc c'est vraiment les deux principaux. Et le troisième est plus global, frein, en tout cas, c'est la proximité avec un service de santé. Et ça, on sait, puisque c'est quelque chose qui est étudié en France depuis très longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale, on sait que, en fait, quand on est éloigné de plus de 30 km d'un service de santé, on ne se soigne pas. Donc, ça a une vraie incidence, par exemple, sur l'espérance de vie en Creuse. D'où notre idée de travailler vraiment sur la proximité avec les acteurs de terrain. Donc, c'est les établissements de santé qui sont sur le territoire, mais c'est aussi les médecins, les ergothérapeutes qui sont installés un peu partout. Il y en a une vingtaine sur le territoire. Donc, ils sont dans les établissements, ils sont libéraux, mais voilà, c'est de conforter ce réseau. Et quand il y a un manque, on vient combler ce manque. Voilà. Et donc le volet inclusif, déjà c'est l'inclusion de tous les acteurs, mais c'est surtout de pouvoir trouver des réponses pour les bénéficiaires qui n'auraient pas les moyens.
Et quand tu parlais de complémentarité par rapport à des circuits plus classiques, et notamment les acteurs tels que les officines et pharmacies, est-ce que ça va jusqu'à travailler ensemble? C'est-à-dire la pharmacie peut recommander et distribuer les produits en eux-mêmes? Bien sûr, ce qui est un des points qu'on a relevé comme difficile pour les pharmaciens, c'est la multiplicité des fournisseurs. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer. Mhm. Donc, il faut qu'on arrive à ce qu'ils ne soient pas tous distributeurs de tous les produits, Mhm. mais par exemple par secteur, qu'il y en ait un qui soit plus spécialisé sur ça, l'autre plus spécialisé sur ça, et qu'on puisse travailler avec eux. Et puis ça, c'est, on va dire, directement les distributeurs locaux. Mais quand le produit est un peu complexe à mettre en œuvre, c'est directement un distributeur national qui intervient. Ouais. Et donc là, on a une vraie problématique dans la maintenance. Mhm. Donc voilà, c'est voilà de voir comment, par exemple, un fauteuil roulant avec quelques spécificités met du temps à être livré. Et ben Revatech peut intervenir dans le temps où il y a eu la prescription, mais où le matériel n'est pas arrivé, pour mettre quelque chose à disposition, le temps que le matériel arrive, qui sera peut-être pas exactement le produit attendu, mais qui en tout cas commencera à apporter un service. Voilà. Ouais, donc ça illustre bien effectivement le fait de compléter l'existant. Oui, il y a encore une autre dimension à tout ça, c'est que là, on a parlé, on va dire, d'avoir le matériel, de voir comment on accompagne les personnes, mais malheureusement, il n'y a pas que les bénéficiaires, il y a aussi la population des aidants, qu'ils soient familiaux ou qu'ils soient mis à disposition par un service associatif pour la plupart dans notre département. Donc, il faut aussi former les aidants ou informer les aidants pour deux choses. D'abord parce que c'est eux les principaux usagers qui utilisent le matériel. Et puis, la deuxième chose, c'est que si on est à 43% de besoins non satisfaits, c'est aussi qu'on a un vrai problème de repérage. Or, c'est eux les acteurs de terrain. Donc, les sensibiliser, eux, aux outils dont ils pourraient bénéficier, eux, et les personnes en perte d'autonomie, qu'ils aient un peu plus de connaissances sur ces outils-là, c'est un moyen de développer l'usage. D'accord. Voilà. Et donc ça passe par de la formation, par exemple? Oui. Vous êtes centre de formation chez Revatech? Alors, nous directement, non. Bah, encore une fois, l'idée, c'est pas de multiplier les outils. Il y a on a des structures sur notre département qui sont centres de formation, notamment le groupement des employeurs médico-social du département. Voilà. L'ADAPI qui a Formadapt, donc plus spécialisé sur les personnes en situation de handicap. Mais avec le département, il y a un travail autour de la formation des aidants. Mais nous, on a une connaissance technique. Donc l'idée, c'est de voir comment, dans une collaboration, on peut construire des outils. D'accord. Voilà, y compris accueillir ces formations chez nous, puisqu'on a le matériel à disposition. Et la réglementation, est-ce qu'elle peut présenter parfois des freins au développement de la circularité du modèle? Bien sûr. Oui, il faut s'adapter. Alors, on a... c'est un monde qui est vraiment en pleine mutation. L'année dernière, au mois d'octobre, est sorti un rapport qui avait été commandé par le secrétariat d'État pour les personnes handicapées, et donc qui fait un certain nombre de préconisations. La première qui nous impacte directement, c'est le fait que on ne peut pas être à la fois distributeur de matériel médical et pôle de conseil et d'information. D'accord. Donc, ça nous a amené à dissocier notre Revatech en deux structures et à créer un centre d'information et de conseil pour les aides techniques. Alors, c'est pas, ça n'a, on n'a rien inventé. Hein, il y en a un certain nombre sur le territoire, mais ça pose la vraie problématique là pour le coup de comment on finance un CICAT, un centre d'information et de conseil, parce que
si enfin, comment le conseil, c'est pas quelque chose qui rapporte, et donc comment on fait vivre le modèle économique. Ouais. Donc tous les CICAD qui pour le moment existent en France sont tous adossés à une autre structure. D'accord. Donc il y a un travail à mener autour de ça, et un travail qui est déjà mené au niveau national avec la CNSA. La structure qui s'intéresse à la question de l'autonomie, potentiellement 5e branche de la sécurité sociale. D'accord. Voilà. Bon, voilà, donc on est obligé de dissocier ces deux dimensions. Après, sur le matériel lui-même, Ouais. on a une vraie demande qui émane des SSR sur le territoire concernant les fauteuils roulants électriques. C'est un bien qui est extrêmement onéreux. Sauf que en fait, dans la liste des matériels pris en charge par la sécurité sociale, le fauteuil roulant électrique n'est pas un dispositif qui peut être mis en location. Il ne peut être que mis en vente. Ouais. Alors, il y a des raisons à ça. Essentiellement parce que beaucoup de gens en ont abusé. Mais donc voilà, il faut qu'on trouve. Alors, cette question-là, on l'a pas résolue. Ouais. On n'a pas encore résolu. Mais on cherche collectivement des solutions avec les établissements qui ont des services de SSR. Voilà. D'accord. On y va beaucoup à tâtons. Hein. C'est pas, c'est loin d'être une science exacte. Et pour ça, ces collaborations, elles se construisent à l'échelon de la Nouvelle-Aquitaine, pour nous. Avec d'autres plateformes comme la nôtre. Il y en avait une à Bordeaux, il y en a une dans le Lot-et-Garonne, avec lesquelles on a des collaborations importantes. Au niveau des CICAT, on essaye de mener une réflexion avec ceux qui existent et ceux qui sont à créer. En Nouvelle-Aquitaine, nous, on travaille aussi beaucoup avec des CICAT qui sont sur les Pays de la Loire et la Bretagne. Donc là, on passe à une échelle un peu plus conséquente encore, le Grand Ouest. Voilà, ce qui est... et après, sur des choses plus locales, parce qu'en fait, quand on traite du fauteuil roulant, par exemple, on traite aussi du démantèlement. Parce que la durée de vie, elle est marquée par une réglementation. Et donc là, ces collaborations-là spécifiques, on les travaille avec d'autres acteurs du territoire. Alors, la Fabrique à Initiative a un vrai lien puisqu'ils mènent des projets sur le traitement des déchets. Donc les interlocuteurs, c'est les mêmes. Ça permet de créer des connexions entre les initiatives. Exactement. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet aussi de travailler sur l'insertion, sur le volet de l'insertion. Donc là, la collaboration avec les autres chantiers qui sont sur le territoire est importante pour être efficient le plus rapidement possible et d'être complémentaire parce qu'il y a d'autres chantiers, par exemple, qui font de la collecte sur l'ensemble du territoire. Donc comment on se relaie. Inutile d'aller à l'autre bout de la Creuse pour eux chercher par exemple un ordinateur et nous un fauteuil roulant. Peut-être qu'un seul voyage peut suffire. Voilà. Donc alors ça nécessite un peu plus de coordination, mais c'est oui, ça crée une dynamique de personnes et de territoire. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous donner, Stéphane, juste les chiffres clés en nombre de personnes, chiffre d'affaires, nombre de produits, pourquoi pas, à date, et les ambitions et perspectives dans les 3-4 ans qui viennent? Alors, on a investi nos locaux il y a moins d'un mois, donc on est encore en train de s'installer. Pour nous, l'objectif, c'est de collecter à peu près 500 aides techniques par an. Je pense qu'on sera beaucoup plus parce qu'au début, tout le monde vit de son grenier. Donc, ça nous permet d'envisager une activité qui initialement n'avait pas été prévue, qui est celle du démantèlement. Donc, 500 aides techniques par an collectées, traitées. Et en termes de redistribution, on est sur une échelle à l'échelon de 2 ans de 350. D'accord. Voilà. Et ça représente 3,5% du marché creusois. Ouais. Donc les marges de progression sont colossales. Très bien. Voilà.
Ravi, en tout cas, de voir que la fabrique à initiative génère ce genre de répercussions très concrètes. Et puis, on va suivre la montée en puissance. Ouais. Merci Stéphane. Merci.